Voilà. Alors, je vais pour ma part revenir dans mon intervention, puisque je démarre sur l'État islamique, sur l'histoire de l'État islamique, qui a été une partie importante de ma thèse de doctorat, qui portait sur la période d'occupation et notamment donc, sur l'émergence de ce groupe djihadiste appelé l'État islamique, dont je vais tracer tout d'abord l'histoire, et puis ensuite, comme on a quand même pour préoccupation de questionner aussi les implications, les ramifications régionales de la présence et de l'action de ce groupe, j'essaierai de développer quelques points. Alors pourquoi la période d'occupation ? Je pense qu'on en parle moins. Il y a finalement un peu cette idée dans certaines descriptions médiatiques actuelles de l'émergence, du jaillissement de cet État islamique au mois de juin. Alors c'est une considération problématique. Pourquoi ? Parce que cette offensive, elle n'a pas débuté en réalité en juin, avec la prise de Mossoul, mais quelques mois plus tôt, en janvier. Et d'ailleurs, c'est passé relativement inaperçu dans la presse, en tout cas occidentale, puisqu'en janvier dernier, une première offensive a été lancée par l'État islamique. Je reviendrai sur les différentes appellations du groupe, mais aujourd'hui, l'appellation du groupe depuis le 29 juin, c'est l'État islamique. Alors pourquoi aussi, j'expliquerai ça. Mais en janvier, on a eu une offensive djihadiste d'envergure sur les deux bastions du soulèvement armé dans la province d'Al-Anbar, sunnite, que sont Falloujah, ville symbolique parce que 10 ans plus tôt. Alors pourquoi je parle de date ? Parce qu'il y a toujours un fort symbole attaché aux dates. C'est jamais choisi pour rien par ce groupe. Donc près de 10 ans plus tôt, il y avait eu 2 sièges militaires américains dans la ville de Falloujah. Et donc l'offensive est intervenue 10 ans après. Je reviendrai sur l'épisode Falloujah. Et c'est passé quasiment inaperçu. Mais en réalité, ça marque le début de cette offensive qui a trouvé son point d'orgue avec la chute de Mossoul, donc début juin, qui a fait finalement connaître l'État islamique à beaucoup, à la majorité de ceux qui n'avaient finalement jamais entendu parler de cette organisation. Au-delà de l'année 2014, l'État islamique a été autoproclamé par la mouvance irakienne d'Al-Qaïda en octobre 2006, plus exactement le 15 octobre, par la dite Alliance des Embaumés, et qui était elle-même un groupe rattaché au Conseil consultatif des Moudjahidines, qui avait été mis en place par l'émir en chef de cette mouvance irakienne d'Al-Qaïda pendant l'occupation américaine, qui était, et vous vous en souvenez certainement, le djihadiste jordanien Abu Musab al-Zarqawi, qui avait pris la tête de ce qu'on appelait à l'époque l'organisation de l'unicité, un terme que vous citez dans vos articles, la fameuse notion de tawhid en arabe, l'unicité ou unification, qui renvoie bien à l'idée d'imposition du sunnisme, de l'islam donc sunnite, et en arrière-fond évidemment de suppression de toute divergence, dissidence, le chiisme étant considéré par les salafistes comme même plus qu'une dissidence, de l'apostasie. Et je reviendrai sur la notion de takfir qui est effectivement propre à ces groupes salafistes djihadistes, et pas seulement d'ailleurs sur le terrain irakien et syrien, ça remonte à plus loin. Alors en 2006, donc cet État est proclamé en octobre. Alors ça intervient aussi quelques mois après la mort de Zarqawi, puisque ce dernier est tué dans un raid américain. Et avant sa mort, il a finalement compris. Enfin, il y a eu un certain nombre d'arbitrages au sein de la mouvance djihadiste. Il y a 2 grandes tendances, mais lui était favorable à l'émergence d'un leadership irakien. Alors pourquoi je vous dis qu'il y a eu des débats, un certain nombre de divergences ? Parce que la mouvance irakienne d'Al-Qaïda, c'était des combattants irakiens qui avaient pris les armes après la chute du régime de Saddam Hussein. Alors on avait parmi eux, c'était une nébuleuse d'acteurs, on avait tantôt d'anciens bassistes, des nationalistes plus ou moins islamisés, et cette frange salafiste qui regroupait elle-même des Irakiens qui avaient été radicalisés pendant les années 90, pendant l'embargo. Donc il y avait une présence déjà, entre guillemets, indigène en Irak qui était prête à radicaliser les rangs du soulèvement anti-américain.
et qu'il l'a fait avec l'aide de ces acteurs que je viens de citer, d'anciens bassistes, un certain nombre d'anciens officiers aussi de l'armée qui a été démantelée en 2003 par les Américains et qui se sont eux-mêmes radicalisés et qui se sont progressivement rangés du côté des groupes djihadistes. Et on avait bien sûr une mouvance d'étrangers arabes, les fameux arabes, donc qui venaient un peu de toute la région, avec de gros quand même contingents en provenance des pays du Golfe, les premiers... le principal contingent des Arabes qui était parti faire le djihad en Irak, c'est des Saoudiens, il faut quand même le dire, ça c'est important. D'ailleurs, on a toujours un certain nombre de biographies de martyrs saoudiens qui circulent sur la toile. Et ensuite, on avait un certain nombre d'autres djihadistes, dont des djihadistes déjà à l'époque européens. Et en France, il y a eu toute l'affaire, si vous vous en souvenez, des filières irakiennes. Donc il y avait déjà un processus de recrutement pour le djihad en Irak qui faisait évidemment beaucoup d'émules. Pourquoi ? Parce qu'on allait combattre la première armée et l'adversaire par excellence du monde musulman, à savoir les États-Unis. En plus, sur un terrain aussi particulièrement symbolique, l'Irak, centre historique du califat abbasside, qui est considéré par les djihadistes comme l'âge d'or de l'islam. Alors Zarqawi, oui. Après, sur le évidemment aussi, pendant la période d'occupation, et c'est vrai que le régime d'Assad a joué un rôle finalement très ambigu, a fait preuve d'un grand cynisme en facilitant le passage des djihadistes vers l'Irak, en permettant aussi à un certain nombre d'imams salafistes sur son territoire de radicaliser. On allait apprendre le djihad en Syrie avant de s'exporter concrètement au combat en Irak. Donc c'est vrai que finalement... il y a eu toute cette politique et aujourd'hui instrumentalisation de l'État islamique par Assad en Syrie contre la frange modérée de l'opposition, ça on le sait. Et puis aussi au niveau politique, ça fait bien sûr le jeu du régime, mais c'était le cas aussi avec Maliki, je vais revenir. Alors pourquoi il y a eu des divergences ? Parce que finalement, les Arabes étrangers dans les rangs de cette mouvance irakienne étaient pour la continuation du djihad anti-américain, anti-occidental. Là où Zarqawi, entouré d'Irakiens. Alors pourquoi entouré d'Irakiens ? Parce que quand on demandait aux fidèles, aux gens de Falloujah, mais c'est Zarqawi parce qu'il y a eu toute un peu cette fantasmagorie autour du personnage. Les gens le disaient, moi en tout cas les entretiens que j'ai pu faire, on me disait Zarqawi c'était quelqu'un qui avait pris la tête du djihad, mais c'était un type qui allait à la mosquée comme les autres et qui s'était vraiment entouré d'Irakiens. Donc lui a voulu mettre en avant ce leadership dans le but justement de mettre en place cet État. Alors pourquoi État islamique ? Par rejet de la présence américaine et du projet politique américain en Irak, et aussi parce que depuis 2003, les sunnites mis en marge n'avaient finalement pas d'alternative politique. Je ne vais pas refaire une histoire de l'occupation, mais les sunnites d'Irak ont été mis en marge du processus politique et des institutions parce que ils constituaient l'infrastructure de l'ancien régime et puis ils ont été collectivement associés à Saddam Hussein. Donc il y a eu toute une aliénation en tout cas de cette mouvance. Et l'idée donc d'Al-Qaïda à l'époque, c'est de dire il faut une alternative politique pour les sunnites qui finalement n'ont plus aujourd'hui d'avenir dans un Irak dominé par les chiites et les Kurdes. Alors cette tendance va prendre le pas et conduire donc à l'établissement par, à l'époque, Abu Omar al-Baghdadi, qui est un Irakien, de l'État islamique, qui se proclame émir et qui appelle déjà à l'époque les Irakiens, les sunnites, les musulmans plus généralement, à lui prêter allégeance. Alors cette déclaration, elle intervient aussi au moment où on a déjà en fait un processus de morcellement du soulèvement armé. Pourquoi ? Parce que dès 2004, je vous ai parlé des sièges militaires américains dans la ville de Falloujah, il y en a eu 2. Déjà à l'époque, cette mouvance salafiste djihadiste, elle se rend coupable tout de même d'un certain nombre d'exactions. Il y a déjà cette pratique du takfir. Alors le takfir, ça vient de la racine, ça vient de la notion du mot kufr, qui est l'apostasie. Donc le takfir, c'est le fait de rendre apostat un fidèle. Donc c'est vrai que ça justifie ensuite, ça rend licite l'assassinat parce qu'on n'est plus considéré comme musulman, donc comme membre de la communauté des croyants, et on est donc exposé à cela. Donc il y a toute cette pratique takfiriste qui se développe et qui va entraîner le rejet progressif qui s'impose, à mon avis,
vraiment à partir de la fin 2005, début 2006, par ce soulèvement armé nationaliste, islamiste modéré de la frange radicale qui finalement commence à liquider un certain nombre d'insurgés entre guillemets, donc plus modérés, et aussi des tribus. Et pourquoi les tribus, c'est important? Parce que c'est ce qui va pousser certaines d'entre elles à se rapprocher des Américains contre Al-Qaïda. Donc à partir de là, s'enclenche, fin 2006, début 2007, s'enclenche toute une période de confrontation pour justement reprendre en main les territoires conquis par l'État islamique, par la ancienne émanation d'Al-Qaïda, qui va conduire à un certain nombre de progrès, mais lorsque les Américains transfèrent le mouvement, donc la mobilisation des tribus d'un certain nombre d'autres Irakiens contre les djihadistes vers le gouvernement irakien, il y a des réticences à finalement permettre à ces groupes qui sont considérés comme des groupes paramilitaires d'intégrer les institutions, donc l'armée, les forces de sécurité. Et puis par ailleurs, il y a quand même, et ça Pierre-Jean pourra en parler davantage que moi, il y a des réticences au sein de la famille chiite à voir ce nouvel acteur sunnite finalement s'imposer, sans compter que les tribus ont été assez largement déclassées historiquement en Irak. Donc il y a un certain nombre de réticences contre. Alors l'argent, évidemment, joue un grand rôle parce qu'à l'époque, en 2006, ce rapprochement entre tribus et Américains, c'est aussi le résultat du fait que l'État islamique a réussi à mettre la main sur la contrebande pétrolière qui avait été concédée par le régime bassiste dans les années 90 aux tribus. En tout cas, ces tribus avaient le contrôle de la contrebande et effectivement, il y a une forte dimension économique, financière derrière cela. D'ailleurs, on a aussi beaucoup taxé les tribus d'opportunisme à l'époque, de lutter contre Al-Qaïda, plus finalement pour des motifs pécuniaires que vraiment par héroïsme ou patriotisme. Après, on peut en discuter, il y a des débats, mais en tout cas, cela va conduire à des progrès. Et beaucoup considèrent que le fait que le gouvernement irakien n'ait pas finalement intégré ces tribus, ce réveil tribal qu'on appelait à l'époque la Sarwa, dans l'appareil militaire et sécuritaire, a contribué à la dégradation de la situation. Alors, les Américains se retirent tout d'abord des villes d'Irak en 2009 et achèvent leur retrait en 2011. Et à partir de là, la politique qui est celle de Nouri al-Maliki, qui est Premier ministre depuis 2006, à l'égard des tribus et des populations sunnites plus largement, s'exacerbe, puisqu'il va réprimer dans le sang un certain nombre de manifestations sunnites dans la province d'Al-Anbar et plus au nord, qui demandent des réformes au gouvernement et qui demandent la réintégration au processus politique. Au-delà, il y a la question des détenus sunnites depuis 2003, qu'un certain nombre de sunnites considèrent incarcérés injustement. Et bon, il y a un certain nombre en tout cas de griefs qui sont devenus des griefs structurels et que les sunnites, autour desquels les sunnites donc, manifestent contre Bagdad. Et c'est à cette époque, à partir, on va dire, de la fin 2012, début 2013, que l'État islamique va reprendre la main vraiment sérieusement en infiltrant ces manifestations. Et au fur et à mesure que la répression du régime, donc d'Al-Maliki contre ces manifestants s'aggrave, eh bien, l'État islamique va radicaliser et va reprendre finalement le contrôle de la situation. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que le moment 2010, Mossoul, c'est pas un point de rupture, c'est un point de rupture et en même temps, c'est le résultat d'un long pourrissement qui remonte à l'occupation et qui remonte donc à la phase 2012, fin 2012, début 2014. Il y a eu un peu plus d'un an de pourrissement vraiment de la situation chez les sunnites du fait de cette répression militaire tous azimuts lancée par Maliki. Et d'ailleurs, je laisserai les autres intervenants en parler, mais il y a eu quand même un certain nombre d'oppositions à cette politique qui a été celle de l'ancien Premier ministre, et pas seulement de la part des sunnites, mais aussi dans sa propre famille chiite, et évidemment de la part des Kurdes qui avaient quasiment rompu leur relation avec Bagdad jusqu'à un certain point. Oui, une question. Alors, c'est pendant arrive la rébellion syrienne, et à ce moment-là, on voit un mouvement d'exportation de l'État islamique. L'État islamique s'exporte dans la Syrie voisine, participe donc à la rébellion, ça inscrit son combat dans celle des différents groupes rebelles qui affrontent le régime de Bachar el-Assad. Et puis après, on va avoir après cette exportation, une réexportation de la Syrie vers l'Irak. C'est bien ça? Oui, alors donc, de manière particulièrement symbolique, alors moi j'aime pas l'acronyme Daesh parce qu'en plus ça correspond plus à ce dont on parle aujourd'hui, mais
l'État islamique en Irak et au Levant, il est symboliquement proclamé lors des 10 ans qui marquent la guerre et l'effondrement donc, du régime de Saddam Hussein, ce qui est quand même, à mon avis, assez fort. Et justement, effectivement, il y a eu, comme vous le disiez, un élargissement ou une ramification syrienne, mais qui était assez, assez simple, comme je dis, puisque la Syrie avait été quand même le point justement de projection d'un certain nombre de ces djihadistes vers l'Irak. Donc il y a eu un certain nombre de réseaux, de liens établis entre les deux pays, entre certains milieux, y compris les milieux bassistes qui se trouvaient en Syrie pendant l'occupation américaine, avec un régime d'Assad qui a joué un rôle très cynique finalement dans tout cela. Et je pense aussi que la tolérance qui a été celle du régime syrien à l'égard de ces djihadistes explique aussi pourquoi on n'a pas de confrontation entre les deux acteurs et pourquoi finalement aussi, au-delà du fait qu'Assad s'accommode très bien de la présence de ces djihadistes pour discréditer l'opposition modérée et la supprimer, il y avait aussi quand même les liens établis de longue date entre cette mouvance djihadiste qu'Assad avait tolérée en Syrie. Pourquoi ? Parce que ça lui permettait d'affaiblir l'Irak, adversaire historique. Je ne voudrais pas revenir sur la rivalité historique entre les deux parties basses, mais l'idée c'était de contribuer de toute façon au chaos irakien en permettant justement à ces djihadistes de trouver une base de propulsion vers l'Irak. Donc, à mon avis, assez naturellement, il y a eu cet élargissement. Et ensuite, effectivement, repli sur la base irakienne avec une nouvelle appellation qui est celle d'État islamique et qui signifie bien l'ambition, cette fois régionale, voire au-delà globale, de ce groupe qui ne se limite pas seulement à la Syrie et à l'Irak, mais en réalité au monde musulman et au-delà au monde tout entier. Alors juste, on va dire un petit peu ce que représente aujourd'hui l'État islamique, c'est-à-dire un territoire qui comprend grosso modo 4 provinces irakiennes, tout ou partie, une partie du nord syrien, une partie du nord-est syrien, et puis les ressources qui sont considérables, qui sont estimées à 2 millions de dollars par jour de revenus provenant essentiellement du pétrole et de la contrebande. Du trafic d'antiquités aussi. Qui a cours depuis longtemps aussi en Irak. Racket également, sûrement. Alors le racket, oui. Des populations. Et donc nous avons à peu près une population estimée à 8 millions. 8 millions pour l'Irak et la Syrie, d'accord. Donc, voilà pour les quelques points. Alors après, j'imagine que dans le débat, on reviendra sur la dimension régionale, mais comme je vous l'ai dit, cette dimension régionale, de toute façon, elle est très claire. Elle était déjà présente en 2006, lorsque l'État islamique d'Irak s'est proclamé, puisque l'idée, de toute façon aussi, c'était de revenir sur le terrain, de recentrer sur le terrain, sur le Moyen-Orient. Et il y a eu évidemment autour du soulèvement, de la guerre d'Irak, du soulèvement et de la transition irakienne, une confessionnalisation plus large des lignes de faille au Moyen-Orient, sur lesquelles on reviendra, avec évidemment, alors il y a la question des soutiens des pays qui entourent l'Irak. J'ai parlé de la Syrie, la Turquie aussi évidemment, et c'est dans le feu de l'actualité, a aussi permis à de nombreux djihadistes de transiter vers l'Irak et la Syrie. Et quand je dis l'Irak, c'était déjà le cas pendant l'occupation. La Turquie avait déjà un rôle assez obscur. Et comme je vous l'ai dit, alors les pays du Golfe, oui, des soutiens, il y en a eu, ne serait-ce que sur le plan idéologique, puisqu'un certain nombre d'imams, de cheikhs, de représentants, en tout cas de sympathisants du soulèvement armé sunnite, faisaient régulièrement la tournée des chaînes satellitaires du Golfe pour défendre justement cette cause sunnite. On sait qu'il y avait des sympathies et des liens très forts entre certains milieux salafistes en Irak et dans le Golfe. Donc tout cela, de toute façon, est très clair. Maintenant, je pense effectivement que peu avaient prédit, vous parliez des ressources de l'État islamique, du fait que ce groupe est devenu autosuffisant et si puissant, peu l'avaient escompté, d'où la réaction tardive d'États comme l'Arabie saoudite et d'autres qui finalement aujourd'hui sentent que la contagion les guette. Mais encore une fois, alors au niveau de l'Arabie saoudite, c'était aussi une manière, ce djihad irakien et puis ensuite qui est devenu un djihad syrien, d'exporter leur propre dissidence vers l'extérieur. Puisque comme j'ai dit, le plus gros des contingents, c'était des Saoudiens. Donc c'est aussi une manière de tenir en dehors du royaume des éléments dont on savait qu'ils pourraient à terme représenter un danger sécuritaire conséquent. Donc il y a eu toute cette... Je parle de cynisme parce que...
il y a confessionnalisation, mais il y a aussi une politique très cynique et dans l'absolu qui vise encore une fois à maintenir aussi ces deux pays dans un relatif état de faiblesse, avec toutes les guerres par procuration qui depuis 2003 ont été livrées sur le terrain irakien et ensuite en Syrie. Mais bon, ça on pourra en discuter, je ne veux pas non plus tout aborder. Voilà, merci.